Cause animale, le grand silence. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire cause animale? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, bon, je me doute que vous savez de quoi je parle, mais soyons sérieux. Eh ben, c'est tout simple, c'est la lutte contre la cruauté par la torture et le meurtre, même si le terme de meurtre peut être mis en question, pas par moi, d'animaux à des fins alimentaires, alimentaires étant donc en utilisant la viande des dits animaux, mais aussi ce qu'ils sont capables de produire, donc par l'exploitation de ceux-ci, même si on tue pas forcément dans l'idée la poule, on l'exploite et cette exploitation amène des souffrances, mais aussi, un sujet trop oublié, à des fins expérimentaux. Il y a tous les jours, littéralement, des millions d'animaux qui meurent au nom de la science. Ça va de la souris au beagle, et c'est le chien le plus utilisé dans le monde médical. Les chimpanzés, bien sûr, puisque proches de nous, mais aussi des cochons, tout plein de choses, au nom de la science, bien sûr. Donc, c'est ça que j'entends par cause animale. Mais surtout, ce qui est important dans ce sujet, dans ce titre, c'est silence. Je précise que j'ai pas prévu du tout d'être exhaustif, j'ai pas prévu d'aborder dans son entièreté la cause animale en tant que combat politique, parce que déjà ça va revenir plusieurs fois au cours de mes différentes émissions cette année, les années qui suivent, parce que c'est un sujet qui me touche. Et puis surtout parce que c'est impossible de le traiter en une émission d'1 heure. Donc j'ai décidé de me concentrer sur le silence. J'ai découpé en 2 parties. Le silence va être abordé dans 2 axes. Le premier, c'est celui du silence en politique, des partis politiques plus précisément, notamment à gauche, puisqu'on s'intéresse surtout à la gauche. Et le deuxième sujet, je vais pas le dévoiler tout de suite, je le dévoilerai au moment où on sera dessus, parce qu'il est un peu plus abstrait. Donc, commençons. Le silence des partis politiques. Déjà, pourquoi est-ce que je dis ça? Eh ben, c'est tout simple. Allez regarder les programmes pour les municipales, ceux de 2024 pour les législatives, ce que vous entendez déjà des projets pour les présidentielles de 2027. À quasiment aucun moment, j'ai vérifié, on ne parle des animaux. Alors, il est bon de préciser qu'il y a une élection, ça c'est un fun fact, il y a une élection, on en parle parfois, c'est les européennes. Alors moi j'ai trouvé ma propre explication, qui est la présence du parti animaliste. En fait, le parti animaliste ne se présente qu'aux européennes, toujours, et donc ils font un peu entrer dans le débat cette discussion, et à chaque fois qu'il y a un sujet nouveau, tous les partis politiques essayent de se placer dessus, et donc on entend parfois la France Insoumise ou les écologistes surtout, qui sont très interrogés sur le sujet à ce moment-là, qui on se sentent obligés de s'exprimer là-dessus. Et donc à ce moment-là, on voit plusieurs groupes militants pour la cause animale s'exprimer, donner des bons points aux différents partis, mais en fait, donc ça atteint une sorte ça atteint son paroxysme aux européennes. Alors, ça peut être justifié parce que, de fait, une bonne partie des décisions vis-à-vis de l'exploitation animale, du monde de l'agriculture bovine et porcine, est traitée, et dirigée et légiférée par l'Union européenne. Donc ça peut être intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire à l'échelle nationale et locale. Pas du tout. Donc, les partis politiques n'en parlent pas. S'il y en a bien, il y en a un qui en a parlé à des présidentielles, désolé, on est obligé de revenir sur lui, c'est Mélenchon. À une époque où c'était encore un sujet méconnu, en 2017, aux élections présidentielles, Mélenchon, ça avait été officiellement le premier candidat à une présidentielle à parler de la souffrance animale et du végétarisme et du véganisme. Il avait fait une sorte il a toujours eu des idées de com qu'on lui a soufflé. Là, il avait fait une sorte de vidéo un peu bizarre qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux où il mangeait un steak de soja et où il parlait de l'importance de passer à un régime, on n'utilisait pas le terme flexitarien à l'époque, mais plus respectueux. Donc il mangeait un steak de soja. Ça avait été un gros truc à l'époque.
Mais même les candidats écolos de l'époque, même les premiers, René Dumont, qui était déjà en avance, abordaient pas spécialement ce truc-là, en tout cas pas dans l'angle éthique du tout. Alors que c'est un angle super intéressant, mais c'est vrai c'est un débat que je vais pas aborder aujourd'hui, mais il y a beaucoup de militants, surtout végétariens, et pas véganes, qui axent beaucoup la cause animale dans un prisme écolo, parce que je pense que vous le savez, le, la consommation de viande pollue énormément, notamment en eau, mais aussi c'est la partie la plus importante de la déforestation, notamment en Amérique du Sud et de la forêt amazonienne, c'est de transformer la forêt en champ de soja utilisé pour nourrir ensuite le bétail en Europe. Donc, mais c'est surtout le fait que je pense que vous aviez vu à l'époque, peut-être en physique-chimie, le truc de un steak coûte 5 litres d'eau à être produit. Bref, il y a un angle écolo évident. Il y a aussi le méthane lâché en gros par le caca des vaches qui est une horreur écologiquement. Et donc, plus on pousse les vaches à produire, plus on en crée, plus leur méthane pollue, quoi. C'est une évidence. Et donc, il y a ce débat entre l'écologie et l'axe éthique, moral de ne pas tuer et exploiter, en tout cas ne pas faire souffrir l'animal pour des raisons qu'on considère inutiles, en tout cas pas forcément nécessaires. Donc c'est un débat qui existe, et plusieurs fois, notamment aux européennes, on a vu les écolos prendre cet axe-là, tandis que le parti animaliste, par exemple, que je défends pas spécialement, on y reviendra, le parti animaliste, lui, va aller davantage sur le terrain de la morale et de l'éthique. Voilà. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi les partis ont délaissé ce truc. Bon, je dis délaissé parce que on peut pas dire que ça n'a jamais existé, parce qu'il y a quand même cette trace aux européennes et Mélenchon et son steak de soja. C'est moindre, mais ça existait. En attendant, aujourd'hui, on n'en parle presque plus. J'ai trouvé une trace, là, récemment, quand même, parce que je suis quelqu'un d'objectif, je vais pas mentir. Il y a la candidate La France Insoumise à Lyon qui a proposé de transformer le zoo de la Tête d'Or. Donc le zoo de la Tête d'Or, pour mes amis lyonnais, connaîtront, c'est un zoo historique à Lyon qui existe depuis quasiment un siècle, je pense. C'est une sorte d'institution, mais qui est connue pour avoir des enclos qui sont de leur époque et des méthodes qu'on peut remettre en question sur la captivité. Et donc elle a proposé d'arrêter complètement avec les animaux en captivité. Bon, après c'est jamais très facile, donc l'idée est plutôt quand tu décides de fermer progressivement un zoo, par exemple à cause de mauvaise gestion d'animaux en trop mauvaises conditions, comme ça avait été le cas avec Marineland par exemple. Quand tu t'exécutes pas les animaux qui sont dedans ou tu les lances pas dans la mer pour Marineland, c'est juste que t'attends qu'ils meurent et t'en rachètes jamais, quoi. Donc elle propose ça en gros pour le transformer en un espace sans animaux en captivité, mais qui serait, c'est pas super clair pour être honnête, qui transformerait l'espace en un truc pour sensibiliser les gens vis-à-vis de la cause animale. C'est pas clair, en gros elle veut en faire un parc, quoi. Mais ce qui peut s'entendre, mais pareil, honnêtement, là je me mets un peu des barrières. Les zoos, c'est un sujet que j'aimerais bien traiter à part, à un autre moment. Mais là, donc, ça a été abordé aussi. C'est les seuls trucs que j'ai trouvés. Donc, on peut pas dire que ce soit au centre du débat du tout. Donc j'ai réfléchi, je me suis demandé pourquoi. Eh ben déjà, je pense que très rapidement, le sujet a été considéré comme désuet, passé de mode. En fait, il est apparu très rapidement, dans le courant des années tout début 2010. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à devenir végétariens et véganes. Les premières personnalités médiatiques ont émergé. Et puis autour de nous, il y avait toujours cette personne qui était devenue végane ou végétarienne. Le truc était arrivé, il y avait l'émergence des fameux steaks de soja, des trucs comme ça. Les gens commençaient à en parler. Et donc, c'est là que notamment Mélenchon a commencé à saisir le truc. Et en fait, très vite, le truc s'est tassé. Et aujourd'hui,
tout le monde s'est habitué à ce pote végétarien et vegan, lui pose plus de questions de pourquoi est-ce qu'il est végétarien et vegan, lui demande pas où est-ce que ça en est, tu vois, comment ils vont tes animaux, plus personne demande. Et donc je pense que, comme la politique, c'est de la stratégie, alors on va voir, c'est pour d'autres raisons aussi, mais déjà, je pense que d'un point de vue de com, tout simplement, en fait, les partis de gauche, notamment, se sont dit, et sûrement à raison, que ça y est, ils avaient déjà les végétariens et les véganes de leur côté, et que donc il fallait s'intéresser à d'autres gens, cibler d'autres trucs, et que le sujet était, ma foi, voilà, de temps en temps abordé. On voit quelques scandales, des fois, des caméras subtilisées, où on voit des porcs un peu trop maltraités, quoi que ça veuille dire. On en parle 2 minutes et puis c'est tout. Mais, de fait, ce sera jamais dans un texte en gras, dans un programme politique. Jamais. Et je pense que c'est parce que, je vous dis, le truc est passé. Il y a eu une mode qui a dû durer 5-6 ans, comme le reste de la population s'y intéressait, les politiques l'avaient fait légèrement. Après, sinon, je pense qu'il y a aussi un sujet, peut-être, qui est encore une... Comme ce sera le deuxième sujet, là, c'est peut-être plus de l'abstrait, mais c'est dur de traiter de la cause animale, de la dénoncer, parce qu'il y a trop de fautifs, pour moi. Elle concerne trop de gens. En fait, à gauche, il y a des sujets où c'est pas dur de taper dessus, tout bêtement. Les milliardaires, tout le monde s'accorde pour dire qu'ils ont trop d'argent, que c'est des gens pas bien. Pareil pour les grands patrons. Mais vous voyez, dès qu'on commence à parler, par exemple, des PME, des petites et moyennes entreprises, c'est déjà un peu plus touchy. Mais pour dire, voilà, quand les 5-10 grands patrons, on les aime pas, les milliardaires, ça concerne pas beaucoup de gens. Pareil pour les méchants fascistes, Donald Trump, tout le monde s'accorde à le dénoncer. On ne prend pas trop de risques. Même si à gauche, bien sûr, on prend des risques parfois, le dénoncer l'État d'Israël est une prise de risque en soi. Mais là, c'est encore autre chose. Il y a encore trop de personnes concernées par le truc en mal. Il y a trop de coupables. Et le problème, c'est qu'en politique, tu veux défendre les gens. Donc tu cherches des gens qui pourront soutenir ta cause. Tu cherches des soldats, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est plus dur de trouver des soldats que de se faire des ennemis. Parce que, ça peut s'entendre, plein de gens sont pas prêts à entendre ça. Sont pas prêts à entendre qu'ils sont coupables tous les jours un peu plus, à chaque fois qu'ils achètent de la viande. Ou qu'ils mangent des œufs issus de poules en batterie. C'est un sujet qui est compliqué à aborder parce que tout simplement tu te fais trop d'ennemis. Et que il y a aussi un truc, c'est que c'est dur de convaincre quelqu'un de faire de passer alors au végétarisme, au véganisme, mais même de le transformer en militant pour la cause animale, c'est quelque chose de compliqué parce que ça concerne un mode de vie, c'est changer plein de choses qu'on avait établies avant. Tandis que si vous voulez, tu dis au mec, est-ce que t'es prêt à aller faire la grève dans ton entreprise, à aller manifester samedi contre le fascisme, ça n'implique rien. Alors, on a ces logiques-là, par exemple, on a vu ça avec le boycott des marques qui soutenaient l'État d'Israël. C'est un peu ça. Pareil pour certains boycotts écolos, l'idée de manger des légumes de saison, de se retenir un peu, mais là, c'est encore une fois autre chose. On est sur une étape au-dessus. C'est tout revoir dans son alimentation pour certains. Et donc, c'est un sujet qui est dur à aborder. Tu peux, à un moment ou un autre, avec le temps, transformer tes militants en combattant pour la cause animale. Mais c'est très long et sur le chemin, tu risques de perdre des gens, tout simplement. Parce que y a plein de gens qui aiment le bacon, quoi, par exemple. C'est pareil, il y a plein de gens avec qui tu vas parler, et ils vont te dire, oui, je comprends, c'est honteux, mais je n'y arrive pas. Et ça peut s'entendre d'ailleurs, et c'est pour ça, c'est un peu là tout le sujet. Tu peux pas vraiment demander aux gens de simplement tous, au fur et à mesure, arrêter de manger de la viande. C'est le genre de décision qui doit venir d'au-dessus. Et donc des partis politiques qui veulent diriger. Ensuite, je pense qu'il y a un truc, alors là c'est un peu mes idées, mais qu'il y a un désir pour une partie de la gauche, soyons clairs, chez la France Insoumise, puisque ils sont en tête à gauche, comme dirait Glucksmann. Il y a un désir de s'éloigner
de l'imagerie et de l'univers du bobo bourgeois parisien. Et s'il y a bien un sujet qui est un sujet de bobo, eh ben c'est les trucs de vegan et de végétarien. Ça c'est certain. Comme l'est un peu l'écologie, mais LFI arrive à parler d'écologie tout en impliquant le social, parce que aussi il y a des voix issues des milieux défavorisés qui portent l'écologie, il y en a de plus en plus. La cause animale moins, bien sûr. Mais globalement, là, si vous voulez, on est un peu plus dans un truc entre nous, mais en vrai, les véganes, la plupart du temps, on va en parler plus tard des militants, mais c'est des trucs de bobo, quoi. Et la France Insoumise veut pas se donner une image de bobo, et je peux les comprendre. Et donc aborder ce sujet un peu compliqué. Alors, et c'est un truc qu'on reviendra dans une autre émission aussi, plus en profondeur, et ben la plupart des gens sous le seuil de pauvreté, même si tu montes un peu, la plupart des gens défavorisés, eh ben c'est des ultra flexitariens. En fait, la viande, c'est pas du tout un truc de pauvre, en fait, en réalité. La classe moyenne plus et les bobos et les ultra riches consomment beaucoup plus de viande. La viande, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on croit, et les gens dans la pauvreté mangent de la viande très rarement. Mais c'est une image, hein. Il y a cette idée qu'on s'est fait et qui peut s'entendre que les trucs sur la cause animale, c'est des trucs de gros bobos, et on n'a pas envie de donner cette image-là. Pensez aux représentants de la France Insoumise, David Guiraud, Louis Boyard, Ali Douara maintenant. On les imagine pas parler de cause animale, et aussi parce que c'est pas forcément leur terrain d'expertise à eux, et c'est louable de pas vouloir parler de trucs qu'on connaît pas. Mais globalement, les représentants aujourd'hui de la gauche radicale, c'est pas des voix qui vont parler de ce truc-là, et je pense aussi que c'est une question d'image. Si on rentre un peu plus dans les faits, il y a un truc qui est souvent mis en avant, alors je dis souvent mis en avant, mais c'est dans des débats sur la cause animale entre végétariens, donc c'est pas non plus le truc que t'entends tous les jours sur France Culture, mais c'est la dimension sociale, et c'est un truc qu'on entend aussi sur les aspects écolos. C'est globalement la fin de l'exploitation animale signifierait des licenciements de masse pour toutes les personnes qui travaillent dans ce truc-là. En gros, les gens qui bossent dans les abattoirs. Si on étend à l'exploitation animale, les gens du métier du lait, les agriculteurs d'une certaine manière aussi. Bref, dire que du jour au lendemain, on arrête d'exploiter les animaux dans la méthode qu'on a aujourd'hui, en tout cas, c'est-à-dire industrielle, c'est des centaines de milliers de licenciements. C'est un fait. Maintenant, moi, je pense que jamais, ce qui serait une avancée, doit malheureusement être stoppé par un argument comme ça. Moi, l'exemple que j'utilise souvent, c'est celui de la peine de mort. Quand on a décidé de supprimer la peine de mort, on a dû mettre les bourreaux au chômage, en tout cas, on leur a trouvé un autre métier. Et ben là, c'est un peu pareil. En fait, on peut pas dire ah mais c'est pas grave, on vous trouvera un autre métier, vous irez, je sais pas, vous irez travailler pour la vie dans leurs usines. Non, c'est pas ça du tout. Faut pas non plus être d'élu. Par contre, malheureusement, il faut passer par là. Il faut faire ce genre de décision. D'autant plus que si on réfléchit un peu, est-ce que c'est pas un métier qui ne devrait pas exister, celui du travail en abattoir industriel précisément ? Je m'explique. Quand L214, qui est une association pour la cause animale dont je parlerai après, va interroger soit des mecs qui encore actuellement travaillent dans des abattoirs industriels, soit y ont travaillé, ce qui en sort, c'est que c'est peut-être un des métiers les plus compliqués du monde. Alors, je pense qu'on peut le coller avec celui de gardien de prison, mais globalement, tous bouffent des antidépresseurs constamment, littéralement, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre sereinement leur travail. Je rappelle que si vous êtes tombé plusieurs fois sur des images d'abattoirs, les mecs sont poussés à faire des trucs qui dépassent l'entendement et qui rendent fou n'importe qui, même des gens qui se disent solides finissent par craquer.
Alors, t'en as certains qui prennent, qui deviennent d'autres personnes, donc ça fait partie des trucs qu'on voit dans les vidéos d'abattoirs aussi. Il y en a qui deviennent complètement fous, qui se mettent à, c'est assez terrifiant, à insulter les animaux. Donc il y en a qui prennent des tasers, qui tasent les porcs en les insultant de tous les noms, qui leur mettent des coups de pied. C'est assez terrifiant, mais la réalité de ça, c'est qu'il y en a plein, 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 et tous les jours, t'en as qui quittent ce job et qui, pour certains, deviennent militants pour la cause animale. Après, c'est pas un conte de faits que je raconte, c'est vrai. Et en plus, L214, par exemple, utilise beaucoup ce genre de discours pour dire « mais ça fait aussi du mal à l'homme ». On n'y pense pas assez. Mais en fait, ce métier-là, il donne un salaire, certes, mais il détruit les gens. Et alors, c'est dur de se rendre compte pour eux immédiatement, parce que c'est leur métier, donc bien sûr, si on leur dit « on va vous mettre au chômage », les gens s'y opposeront. Mais il y a des métiers qui ne devraient pas exister. Et celui-là en fait partie. Et en réalité, à long terme, à moyen terme même, il te nique le cerveau complètement. Et il ne devrait pas exister. D'autant plus que ce sont des métiers super mal payés. C'est une ultra précarité. Donc si on fait une analyse plus globale, en fait, c'est un métier qui devrait pas exister pour des raisons morales, et puis déjà il devrait sûrement pas avoir des métiers, si on est un peu marxiste, précaires, tout court. Mais je comprends cette idée-là qui, si demain la France Insoumise milite durement et médiatiquement contre l'exploitation animale, en tout cas industrielle, eh ben, une partie des gens, ils pourraient y voir une attaque contre la classe ouvrière et précisément les gens qui travaillent là-dedans. Je peux comprendre, mais globalement, je pense qu'on peut parler d'une forme de lâcheté là-dessus. Il y a plein de choses où il faut, globalement, disons-le, il faut porter un peu ses couilles, les gars, et dire qu'il faut être prêt à faire ce sacrifice-là. Comme il y a plein de... Par exemple, Mélenchon, il est maxi contre le nucléaire, lui. Et pourtant, si du jour au lendemain on ferme les centrales, il y a plein de gens qui vont être au chômage aussi. Il y a plein de gens qui, quand t'es de gauche, en tout cas, quand tu prônes un changement plus ou moins radical et immédiat de la société, il y a des trucs qui sautent là-dedans. Alors nous, on s'oppose aussi à des changements qu'on considère inutiles, par exemple la fermeture d'entreprises, c'est impossible à dire. Bon, allez, hop, vous avez compris. Waouh, industrialisation, la désindustrialisation, j'ai réussi. Française, c'est un truc auquel on s'oppose. Il y a plein d'évolutions auxquelles on se serait opposé. Bon, là-dessus, c'est un peu trop tard, mais on va soutenir des démarches comme ça. Et par contre, il y en a d'autres, on va dire, désolé, mais il faut le faire. Et en l'occurrence, on s'attaque certes aux employés de ces abattoirs, mais c'est pas eux le centre de l'attaque. Ils sont une sorte de dommage collatéral. Alors bon, ça c'est vraiment une phrase de droitard, le dommage collatéral, mais vous m'en voudrez pas. C'est... en général, sur ce sujet-là, il s'exprime pas, donc j'ai le droit de l'utiliser, ce terme-là, pour une fois. Ensuite, ma deuxième explication de pourquoi la cause animale est plus spécialement portée dans le débat politique, c'est, c'est absolument pas malveillant, hein, mais c'est que je trouve qu'il y a des voix qui sont soit trop faibles, soit défaillantes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais commencer par déjà louer les quelques voix dont je parle. Il y a des associations qui sont très très sérieuses, avec des méthodes intéressantes. Je pense à L214 déjà. L214, donc c'est une association qui existe depuis maintenant un paquet d'années, qui œuvre pour la cause animale, mais qui est surtout connue pour ses méthodes qu'on peut qualifier de radicales, même si bon, aujourd'hui, la plupart des groupes qui veulent faire des trucs sont considérés comme radicaux. En fait, c'est juste qu'ils sont pas juste assis en costume à débattre pour rien dire. Globalement, ils mettent les mains dans le cambouis, quoi. En l'occurrence, pas dans le cambouis. Donc L214, c'est une association dont la méthode est bien simple, c'est celle de l'image.
montrer ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs. Et on va revenir tout à l'heure sur ce truc-là. Mais leur combat, c'est l'image. C'est pas d'attaquer, c'est pas de libérer. Je pense là, quand je dis libérer, je pense notamment à une méthode qui a été utilisée à une période, bon maintenant un peu délaissée, qui avait été celle d'abord du Front de libération des animaux. Je vous invite à aller vous intéresser à ces gens-là. Donc c'est né aux États-Unis, le FLA. Et c'est un mouvement, donc en gros, globalement, c'est des mecs dans les années 80, ils mettaient des cagoules, et ils allaient soit dans des grands abattoirs, soit ils étaient soit des, euh, des espaces d'expérimentation scientifique, en gros des gros complexes scientifiques, pour aller tout simplement ouvrir les portes et faire partir les milliers de beagles, de chimpanzés. Alors, ils avaient un peu des méthodes, parce que le truc, c'était vraiment des machins de très grande envergure. Donc, ils arrivaient avec des gros camions, ils ouvraient les portes des hangars, ils mettaient parfois 50 beagles, parfois les chimpanzés, des macaques aussi. Ou alors, dans le cas de l'alimentation des porcs, des vaches, ils les foutaient dans les grands camions, et après, bah, ils trouvaient des fermes qui étaient leurs alliés d'une certaine manière, qui étaient prêtes à accueillir tous ces animaux. Ils les dispatchaient, hein, parce que c'est quand même dur, même aux États-Unis, de trouver une fermière qui peut accueillir 300 vaches d'un coup, ou une vieille dame très gentille qui peut prendre 300 beagles. Mais ils avaient cette méthode un peu de réseau, et ils arrivaient à replacer les gens. Bon, souvent les mecs se faisaient retrouver et faisaient un peu de prison, mais c'est une époque aussi où on passait pas par quatre chemins, quoi. Les mecs qui se disaient on est contre l'exploitation animale, on est contre la violence faite aux animaux. En plus, la sécurité à l'époque était moindre, hein, mais on va ouvrir les portes et puis on va trouver un moyen de leur faire finir leur vie tranquille, quoi. Après, il y a un truc qui est intéressant, je pars un peu sur autre chose, mais pour vous sensibiliser à la cause animale, je reviendrai sur les trucs hardcore, mais comme truc un peu que je considère doux, je vous invite à aller voir des vidéos où, dans la vraie vie, la SPA, par exemple, recueille régulièrement des animaux issus de- d'expérimentation. Donc souvent, je vous dis les beagles, je sais pas pourquoi spécialement les beagles, mais ou des chiens en général, qui ont fait l'objet d'expérimentations scientifiques. Donc on leur a, en gros, on leur fait essayer des médicaments pour. Alors je crois que les singes, c'est le make-up notamment. Mais les chiens sont utilisés pour des médicaments qu'ensuite on a prévu de commercialiser pour l'homme. Et donc, bon, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des trucs dans le sang un peu bizarres, mais ce qui en sort en général, pour ceux qui survivent, c'est un traumatisme complet, parce qu'ils sont nés dans la peur, parce que il y a des élevages à côté qui sont spécialisés dans l'expérimentation scientifique. Donc il y a des mecs qui, tous les jours, ils font se reproduire des beagles et ils les envoient tous dans les complexes scientifiques. Et donc il y en a certains qui, je sais pas trop, arrivent à s'enfuir ou sont libérés à un certain moment. Et donc, on se retrouve à la SPA ou chez 30 millions d'amis. Et c'est assez fou, en fait, de voir ça. Comme ils sont en vie, déjà, c'est moins déprimant que d'autres trucs que peut montrer L214, par exemple. Mais on voit quand même ce que l'homme fait, ce qu'il est capable de faire au nom de la science. Alors, grand débat, certes, on a fait avancer certaines choses en faisant souffrir des animaux, mais bon, qu'est-ce que... je veux dire, c'est un grand débat, mais bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment? D'autant plus que ce serait même complètement mentir de dire que tous les beagles et tous les animaux du monde utilisés par des scientifiques sont utilisés pour guérir l'humain, pour une quête plus grande. Je l'ai dit, les chimpanzés, c'est pour le make-up. Ce serait complètement faux. Mais même, en fait, en réalité, qu'est-ce que ça vaut, en fait, toute cette quête du bien de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment, encore plus aujourd'hui, en fait, on a du mal à croire qu'on a vraiment besoin de passer par là. Moi, je pense surtout qu'il y a un refus de remettre en question cette méthode parce que les gens sont habitués, elle fonctionne, et puis surtout, personne ne le dénonce. Mais ce qui est certain, c'est que l'humain est fort, et il serait capable, je pense, de mener ses expériences sans laisser derrière lui des millions d'animaux morts pour arriver à un médicament qui, certes, fonctionne. D'autant plus que
S'il y a bien un monde qu'on peut remettre en question et critiquer, c'est celui des lobbies pharmaceutiques. On peut pas, et il y a plusieurs preuves de ça, louer les différents lobbies pharmaceutiques et les féliciter du bien qu'ils font à l'humanité. De fait, ils fournissent et créent des médicaments, mais quand ils créent des médicaments, ça n'est pas vraiment et surtout pas exclusivement pour le bien de l'homme. C'est à des fins malheureusement trop souvent financières et on compte plus le nombre d'affaires de trucs de médicaments trop chelous qui ont notamment aussi tué beaucoup d'humains. Donc, je ne pense pas que la mort de tous ces animaux soit un sacrifice intéressant, certainement pas louable pour le bien de l'homme. C'est même pas ça, en fait, si vous voulez, c'est même pas un sacrifice bien fait, quoi. C'est même pas pour un beagle mort, on arrive à sauver 100 humains d'une nouvelle maladie. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est une méthode qui est complètement rouillée, qui est une méthode un peu d'appoint, quoi, qui en réalité aurait dû être arrêté un moment, mais qu'on continue parce que ça marche bien et que tout le monde s'en fout. C'est tout. D'autant plus que si vous voulez encore plus découdre le machin, eh ben c'est un peu pareil. Il y a une partie du monde de l'élevage canin, de l'élevage de primates et de souris, de rongeurs, qui vit de ça aussi, de l'expérimentation animale. Donc c'est tout un monde qui s'autosuffit et qui continue puisque personne ne le dénonce. Qu'est-ce que je disais ? Donc, voilà, juste, c'est un moyen intéressant de vous sensibiliser à la cause animale, c'est d'aller regarder ces animaux de refuge. Alors, c'est pas que des chiens, d'ailleurs, il y a souvent des singes aussi qui ont vécu la souffrance animale, notamment par le monde scientifique, mais il y a aussi, parfois, on retrouve des bovins, des vaches laitières, des trucs comme ça. C'est un moyen intéressant parce qu'il y a un peu un côté positif de, au moins, je regarde pas un animal mort, lui, il est dans un pré où il fait des promenades et il va mieux, il a échappé à un truc. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit une trace de l'homme, on voit ce que l'homme fait, même sur l'animal encore vivant. Pardon pour ce tunnel interminable. Revenons à L214 qui, eux, sont un peu moins chill là-dessus. L214, je disais, utilise l'image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien c'est simple, L214, il s'infiltre dans les abattoirs, où il récupère des images de caméras de surveillance, et il les diffuse. Rien de plus, pas d'action de libération, pas de... ils abîment pas l'abattoir, ils coupent pas les câbles, ou je ne sais quoi, et surtout, c'est important, ils ne libèrent pas, comme le faisait le Front de libération des animaux, ils montrent juste. Ce qui les rend en fait un peu plus légitimes dans les nombreux procès où ils se retrouvent, parce que de fait, ils n'ont en rien endommagé l'entreprise et le travail de l'entrepreneur agricole qui l'attaque. Simplement, ils ont montré. Et c'est souvent un argument important pour eux, parce que un mec très énervé, je sais pas, un éleveur bovin très énervé du fait que L214 ait montré ce qui se passait dans ses abattoirs, eh ben ça tourne vite au ridicule, parce qu'on lui dit « Mais vous les attaquez pourquoi, là ? Pour avoir montré ce que vous faisiez ?» Alors parfois c'est illégal, parfois non, mais souvent ça l'est, sinon L214 le montre pas. Donc le mec tourne au ridicule, et c'est pour ça d'ailleurs qu'L214 se retrouve assez peu dans des procès par rapport au nombre d'actions qu'ils font, parce que ils ont envie de faire un procès, les mecs, parce que L214, par exemple, a pénétré dans leur abattoir. Mais bon, si ça devient médiatique, et que donc les chaînes de télé, par exemple, relaient les images lors d'un procès un peu immense, et ben, les mecs, ils montrent à tout le monde, à encore plus de gens, ce qu'ils font à l'intérieur des abattoirs. Et c'est le plus important, c'est choquant ce qui se passe dans les abattoirs. Pareil, je fais beaucoup d'astérisques, mais le sujet de toutes les formes de violence animale depuis c'est ce qui m'intéresse le plus depuis après Seconde Guerre mondiale, on en parlera une autre fois. En gros, la méthode industrielle. Mais ce qui est certain, c'est que c'est horrible. Vous allez sur le Instagram de L214. Si vous n'êtes pas familier de la lutte animale, vous en sortez.
à minima, un peu secoués. D'autres en sont changés à jamais et deviennent des militants, et c'est d'ailleurs un excellent pont pour parler de la méthode d'L214. L214 dit donc, nous on montre juste. Mais à qui est-ce qu'ils montrent ? Eh bien c'est simple, eux ils veulent le montrer à tout le monde. Donc ils ont une page Instagram qui fonctionne très bien, hop, avec tous les jours des horreurs montrées. Ils pratiquent pas spécialement le trigger warning, c'est un truc moi personnellement on me l'a déjà fait remarquer. Les reels Insta de L214, c'est du brut, hein, il y a leur petit texte en orange, ils montrent où est-ce que ça se passe, quel animal ça concerne, et après voilà. Alors quoi ? Des porcs encore animés qu'on brûle vifs, pareil, les porcs qui passent jamais des bonnes journées dans les abattoirs, qui se font stériliser avec des scalpels, encore une fois bien sûr sans anesthésie, les vaches qui se font décapiter, alors que je rappelle qu'il y a, et c'est là le terrain d'L214 est toujours lui de montrer les fois où, et c'est-à-dire quasiment tout le temps de fait, les abattoirs sont dans l'illégalité. En l'occurrence, on est censé, au moment où on abat l'animal, soit le faire d'une traite avec les fameux pistolets laser, soit en les assommant avant. Et ben souvent, c'est pas ça qui se passe en réalité, c'est pour pas dire tout le temps, parce que, et c'est le grand sujet de ce que dénonce L214, en fait, ce qui mène l'humain à faire tout ça, c'est malheureusement la quête du profit et la quête capitaliste, tout bêtement. Parce que on va pas perdre du temps à anesthésier un porc alors qu'on veut simplement lui ouvrir les testicules, quoi. Ça n'a aucun sens. Pareil, le pistolet laser, parfois on n'en a plus. C'est aussi ridicule que ça, hein, je vous jure. Les mecs, ils ont pas racheté de pistolet laser, et ben on les décapite. Désolé, hein, mais c'est... Et encore une fois, j'essaye d'être chill. Hein, mais... Donc L214, c'est cette méthode-là. C'est on montre simplement. Parce qu'ils considèrent, à raison, que montrer suffit. Et d'ailleurs, beaucoup de militants ou simplement sympathisants végétariens et véganes s'y sont tentés plusieurs fois. Tu mets en story la petite truc d'L214, bah t'as 10 réponses. T'as des gens qui te disent merde, putain, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, je vais faire quelque chose. D'autres qui simplement t'insultent parce que c'est horrible. Et je peux l'entendre, c'est un débat assez régulier. Moi, par exemple, pour tout vous dire, au début de ma carrière de militant pour la cause animale, j'étais assez contre ce truc-là de montrer la souffrance, de montrer les horreurs, parce que je voulais pas choquer les gens, choquer l'homme face à pourtant ce dont il était responsable. Je trouvais que c'était trop brut. J'étais un peu une sorte de pipou, comme on dit. Mais avec le temps, je me suis endurci et j'ai commencé à réfléchir sur ce qui sera le deuxième sujet du jour, là, sur le silence. J'ai commencé à me dire qu'il fallait, c'est un peu encore une fois, et c'est pour ça, ça montre aussi la difficulté de ce discours-là, mais j'ai considéré qu'il fallait que les gens assument ce qu'ils faisaient d'une certaine manière. Ce qu'ils faisaient, c'était participer de plus activement à la souffrance animale, aux horreurs qu'on voit. Quoi, les vaches ouvertes dans le ventre pour voir s'il n'y avait pas un problème. Quoi, encore une fois, les vaches dont les mamelles s'arrachent parce qu'on a trop tiré le lait. Encore une fois, les porcs brûlés vifs, les porcs tasés sans aucune raison, si ce n'est le fait qu'ils doivent avancer plus vite. Toutes ces horreurs-là, et encore une fois, je montre qu'une partie tellement immergée de l'iceberg, et pourtant si accessible, parce que L214 fait un travail monstre. Ils se sont développés un réseau immense au fil du temps. Alors d'abord, c'était un peu roots, hein, les mecs qui rentraient, ils pétaient le verrou, ils rentraient dans les abattoirs, ils filmaient avec des GoPros. Aujourd'hui, ils ont des centaines de gens qui... soit parfois c'est des gens à l'intérieur des 10 abattoirs, soit c'est des gens qui arrivent à pirater les caméras de surveillance, mais c'est plus ça, si vous voulez. Il n'y a plus trop ce truc de on rentre, on scred et tout, on filme avec l'iPhone. Maintenant, c'est on arrive à accéder aux caméras de surveillance, donc les plans sont parfaits, on voit très bien. Et
ils donnent accès à ça. Ils disent voilà, on fait ça. Alors bon, vous pouvez vous abonner à des newsletters diverses de L214. C'est assez sympa. Moi, j'ai des mails souvent. Euh, Abattage inadmissible de canards dans le Finistère. Tous les 2 jours, j'ai des trucs horribles comme ça, avec le petit lien de la vidéo. Mais globalement, le Instagram suffit largement, largement. Alors ils font d'autres choses, ils font régulièrement des pétitions pour fermer des abattoirs, et de fait, juridiquement, ça fonctionne assez bien. Ils ont des avocats, pareil, qui sont aussi souvent des avocats du parti animaliste, parce que vous vous doutez, ils marchent ensemble. Et donc ils arrivent à faire fermer des abattoirs assez régulièrement. Et puis surtout, là où au début de toute cette histoire-là, les juges avaient plutôt tendance à dénoncer les entrées illégales ou alors les récupérations d'images de sécurité, encore une fois récupérées de manière illégale, à dénoncer les militants. Aujourd'hui, ils s'y sont habitués, ils font face souvent à ça, et ils préfèrent, à raison, l'époque le demande, et on peut leur louer ça, aux militants L214, et surtout à dénoncer, en l'occurrence souvent, pas assez souvent, faire fermer les abattoirs qui sont trop dans l'illégalité. Parce que la plupart du temps, en réalité, L214 chope des images. C'est n'importe quoi, c'est horrible, c'est illégal, on brûle pas les porcs en les accrochant à une patte. Eh ben, l'abattoir a une sanction, il a une visite de 1 ou 2 experts qui lui disent « vous faites plus ça », bon d'accord. Et ils le font plus pendant X mois, et ils reprennent ensuite, ou alors ils trouvent une méthode encore plus ingénieuse. Ce qui est fou avec... et c'est un tout petit truc que je vais dire, mais c'est peut-être le plus terrifiant, c'est à quel point l'homme peut être ingénieux pour faire souffrir, simplement pour que ça aille plus vite et que ça lui coûte moins cher. C'est quand même terrifiant. On l'a vu pareil avec les méthodes d'exécution dans l'histoire. La chaise électrique, c'est quand même brillant de méchanceté pour tuer rapidement à moindre coût. C'est un peu pareil. Ils sont géniaux, ils sont exceptionnels pour faire ça. Trouver toujours un moyen de faire encore plus souffrir, même si, c'est un petit détail, je l'ai dit tout à l'heure avec les gens qui bossent là-dedans, les gens qui bossent dans les abattoirs, il y a aussi une part de cruauté inutile qu'on voit, alors encore une fois dans les vidéos d'L214, de gens qui, alors moi je considère que c'est des gens qui sont devenus fous, mais qui, sans raison apparente, tabassent les animaux, alors on ne sait pas pourquoi, les insultes. Enfin, moi, je vous dis, je pense qu'ils deviennent tarés. Mais il y a aussi ça, il n'y a pas que la course à l'argent. Aussi dans les strates plus directes, donc les gens qui sont en contact avec les animaux, il y a une sorte de cruauté qui s'est créée, qui est un peu étrange. À part étrange, je sais pas d'ailleurs, parce que les mecs ils sont tous les jours là-dedans, donc si le porc il répond pas directement, bon ils le tabassent quoi. Mais comme ils font les gardes de prison quoi, si vous voulez, c'est des gens à bout quoi. Et au-dessus il y a des gens qui simplement veulent gagner plus. Donc L214 montre les images et combat juridiquement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on dirait qu'L214, c'est mon observation personnelle, a atteint son plafond, tout simplement, en termes de militants déjà, et de personnes qu'elle peut toucher. Et je pense qu'un des trucs qui pourrait expliquer ça, c'est que les militants eux-mêmes se sont habitués à ces images. Moi, par exemple, je regarde le Insta d'L214 comme... je regarde des trucs de bouffe sur mon feed Insta, quoi, ou des buts de la Ligue des Champions, quoi. C'est assez terrifiant. Parfois, je me surprends à regarder comme ça le 214, limite un peu rigoler de l'horreur, quoi, mais honnêtement, c'est dur à le dire, quoi, mais je dors très bien la nuit après avoir regardé une dizaine de vidéos des pires horreurs qu'on peut commettre sur des êtres vivants. Mais c'est comme ça. Et je pense que, heureusement, c'est pas vrai pour tous, mais une partie des militants qu'on dira un peu passifs, donc comme moi par exemple, qui sont de fait
végétariens qui relaient de temps en temps des trucs d'L214, font des dons, signent des pétitions, mais ne sont pas littéralement dans l'association L214 puisque c'est une association, et ben on s'est habitué aux horreurs qu'on voit, on les dénonce un peu tout seul, mais notre entourage, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le fait que c'était passé de mode, notre entourage s'est habitué à ça, alors de temps en temps on montre un peu des trucs pour dire vous vous rendez compte quand même, mais en fait on a fait 2 stories, moi j'ai fait ça, j'ai fait 3-4 stories, j'en fais une tous les 3 mois, je montre une horreur, les gens m'insultent, ou ils me disent ah c'est vrai que c'est horrible, et puis rien ne change en fait. Donc on a atteint ça chez L214, un plafond. Ils font partie de ces associations qui, je l'ai dit tout à l'heure, s'expriment au moment des européennes pour donner des gages un peu à tout le monde. Mais c'est tout, globalement, ils y arrivent pas, quoi. Ils y arrivent pas, et pourtant c'est peut-être la voie la plus importante, la plus pertinente du monde de la cause animale en France, mais ils y arrivent pas. Maintenant, on va passer à une critique un peu plus méchante du monde de la cause animale que je connais. C'est ce que j'ai appelé la tendance à déraper. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh ben, c'est bien simple. Si vous-même, quand vous entendez les véganes vous souffler, c'est que vous êtes sûrement tombé sur un de ces militants pour la cause animale complètement fou, qui, au moment de Black Lives Matter, va dire « c'est ridicule Black Lives Matter, tous les jours, il y a des millions d'animaux qui sont tués, et vous faites rien en fait ». À propos de la Shoah, à peu près pareil, j'ai déjà entendu trop régulièrement « la Shoah, ça arrive tous les jours dans les abattoirs ». Bon, ça peut énerver les gens. Ça peut énerver les gens, cette comparaison qu'ont toujours tendance à faire les militants à ce que l'homme a pu faire à l'homme. C'est un truc, malheureusement, qui pour eux est obligatoire parce que le militant de la cause animale a un rapport très affectif avec celui-ci. Le militant pour la cause animale, souvent, il pense vraiment ça. En fait, quand il voit la Shoah, il trouve ça horrible, mais directement, il se dit « mais c'est fou, on fait pareil aux animaux, personne n'en parle ». En fait, c'est une rage de l'invisible. Il se dit « mais tout le monde parle de la Shoah, tout le monde parle de Black Lives Matter, personne parle de ça », sans se rendre compte de l'impertinence à la fois, et surtout de la honte que c'est, quoi. Parce que on est en plein Black Lives Matter, par exemple, en 2020. On a eu la situation avec George Floyd, en France, Adama Traoré, Théo. On parle de ça. C'est intéressant, Black Lives Matter. On critique le racisme dans son caractère systémique, les violences policières, c'est intéressant. Et pourtant, beaucoup de militants de la cause animale, ils n'arrivent pas à voir ça, en fait. Ils comprennent pas. Pour eux, c'est simplement encore des humains qui défendent d'autres humains, alors que tous sont responsables et font pire aux animaux. Et ça les amène à faire des discours complètement ridicules. Bon, néanmoins, on peut prôner la naïveté de ces gens. Parce que souvent, c'est le cas. Moi, j'ai vu souvent, tu vois, des trucs sur Instagram, des sortes des militantes véganes, une militante végane quasiment en pleurs, qui comprend pas Black Lives Matter parce qu'on fait pareil. Il y avait pour mes amateurs de mèmes, il y avait cette meuf qui je crois était québécoise et qui chantait ne me demandez pas pourquoi je suis végane, demandez-moi pourquoi vous ne l'êtes pas. Et ben elle a fait des centaines de vidéos en disant que Black Lives Matter c'était une horreur. Elle avait fait le All Lives Matter qui avait été aussi utilisé par les suprémacistes blancs. Mais donc c'était tout ce truc là et tous les jours on voit ça. Il y a aussi ce comparatif avec la Shoah trop régulier. Mais est-ce que vraiment ils sont tous naïfs ? Eh ben non. Vous l'avez vu avec la mort de Brigitte Bardot récemment. Cause animale, cruauté animale riment trop souvent, et pour des raisons un peu obscures, avec racisme. Pour ne pas dire néonazisme parfois, parce que oui, en fait, dès le début de la renaissance du nazisme, notamment aux États-Unis, on a eu des groupes comme ça qui prônaient la défense des animaux et derrière l'idée de la race supérieure. Il y a sûrement des mecs qui ont fait des recherches là-dessus,
Je précise qu'il ne faut pas faire le lien avec le fait que Hitler était soi-disant végétarien, déjà c'est faux. Et puis c'est un peu plus complexe que ça. Globalement, c'est quand même, et ouais, c'est un peu horrible à dire, mais des gens qui disent mon chien et mon lapin ça vaut mieux qu'un noir. De fait, des mecs disaient ça et disent encore aujourd'hui ça. Même si là, ça c'est les groupes néo-nazis, donc les mecs qui sont pas spécialement dans le dans la nuance. Là, on est plutôt sur aujourd'hui chez des militants pour les droits des animaux, une islamophobie un peu étrange. Donc évidemment, il y a ce truc contre le halal. Donc t'as plein de militants comme ça qui disent que l'islam est dangereuse à cause du halal. Comme si aujourd'hui toutes les horreurs qui étaient commises sur les animaux étaient faites par des musulmans pratiquant l'exécution par la méthode de celle de l'islam. Surtout, alors bon, par contre, on a aussi ce truc de gens qui disent qu'en plus la méthode halal est la plus respectueuse de l'animal parce que on abat, pardon, on abat, oui, ça, on abat certainement, mais on assomme l'animal et ensuite on lui tranche la gorge. En fait, en réalité, on n'en sait trop rien. Et puis ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, que ce soit dans les abattoirs qui font de la viande halal, ceux qui en font pas, ceux qui font de la viande cachère, c'est la même histoire, les animaux meurent. Et j'aimerais faire une parenthèse là-dessus. J'ai dit qu'L214 combattait les abattoirs qui étaient dans l'illégalité. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ils combattent aussi, bien sûr, les abattoirs qui malheureusement respectent la loi. Parce que il y a beaucoup d'abattoirs qui respectent la loi, mais la loi est complètement à côté de la plaque sur ce sujet. Vous voyez par exemple, je sais pas, un hangar dans lequel il y a des milliers de poulets entassés avec même pas leur taille d'espace autour d'eux. Eh ben c'est légal. Pareil, la surexploitation de vaches serrées, complètement immobilisées par le poids des autres. Pour les porcs, pareil, souvent un des trucs qu'on critique qui est légal, c'est la non-mobilité des animaux à cause du fait qu'ils sont trop, quoi. C'est bête, mais ça empêche de vivre quand même. Pareil, il y a ce truc des œufs, là. En fait, les œufs, je pense que vous le savez, j'espère, les œufs sont catégorisés par rapport à la qualité de vie de la poule. Eh ben, la plus faible, c'est-à-dire des poules qui vivent dans le noir, avec pas sur de la terre, donc en réalité c'est sur des cages comme ça qui sont accumulées les unes sur les autres, et ben ça c'est légal. Donc, les poules se prennent le caca de la poule au-dessus, ne voient pas la lumière, ont des problèmes évidemment de maladies de peau à cause de ça, deviennent quasiment aveugles, bref c'est une horreur. Ça, c'est légal. Pareil, pour tout ce qui est des animaux de laboratoire, il y a une juridiction super bancale, super floue là-dessus, on ne sait pas trop. Mais globalement, au nom de la science, encore une fois, et c'est peut-être le sujet le plus compliqué à défendre, on est prêt à accepter beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le militant pour la cause animale ne dit pas juste respectons la loi, parce que la loi elle-même est faillible là-dessus. D'ailleurs, le militant pour la cause animale, en général, va même plus loin, puisque il prône pas une vie paisible, puis menant ensuite à une mort chill pour l'animal. Il s'oppose même à la mort. Donc, on va encore plus loin, bien sûr. Mais déjà, le premier combat est ne brûlez pas les porcs en les suspendant à une patte, en gros, puis essayons d'arriver à une agriculture qu'on dira respectueuse, même si le terme est flou, en gros, d'animaux vivant à l'extérieur, dans des pâturages espacés. Et ensuite, la dernière étape serait d'arrêter tout court avec l'exploitation. Donc, fin de la parenthèse. Qu'est-ce que je voulais dire par le fait que les militants pour la cause animale sont pas si naïfs ? Eh ben j'ai déjà dit, effectivement, il y a ces néo-nazis, mais même, il y a cette tendance à l'islamophobie en général. On l'a vu, je l'ai dit, avec Brigitte Bardot, qui était donc à la fois une des pires racistes du monde, et en même temps pour la cause animale, et donc elle faisait son lien, le halal c'est horrible, le reste non, le cachère on s'en branle, enfin, truc super dur à expliquer. Mais c'est ça. Et le parti animaliste, pareil, il y a des dérives souvent un peu racistes sous fond de cause animale. Alors on sait pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que ça entache complètement le mouvement. Quand on essaye
de convertir d'une certaine manière les gens à la lutte animale, et qu'ensuite derrière on tient des discours racistes, et ben ces 10 militants, s'ils sont super antiracistes, ce que je leur souhaite, eh ben, ils vont avoir du mal à nous soutenir. Et c'est un des trucs qui entache énormément la cause animale. Donc je pense que c'est à la fois une naïveté, un des vrais problèmes de la cause animale, c'est cette honnêteté, cette sincérité dans le combat qui fait que des gens vraiment ne comprennent pas qu'on parle autant de la Shoah et qu'on parle si peu de ce qui se passe dans les abattoirs et les centres de confinement de volailles. Ils comprennent pas, et ça les amène à dire des bêtises. Il y en a d'autres qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font et qui ont des idéaux absolument abjects qui doivent être combattus tout autant. Je pense que évidemment on peut combattre avec un peu plus de sympathie le militant vegan qui dit un peu des conneries sur Black Lives Matter que l'ultra néo-nazi qui lui est, je pense, un peu dur à sauver. Mais tout ça fait aussi qu'une partie du groupe politique, puisque c'est le sujet, a du mal à s'accointer avec ces personnes-là. Prenons LFI, par exemple, qui est le parti qui, de fait, défend le plus les musulmans en France. Eh ben, ils vont avoir du mal à écouter, à défendre, à se mettre à côté de gens qui frôlent avec l'islamophobie. Alors, si on veut être un peu méchant en plus, je me rappelle aux européennes de Manon Aubry, par exemple, à qui on avait posé une question un peu relou, parce qu'elle s'était exprimée sur la cause animale, et on lui avait dit ce qu'elle pensait du halal, et elle avait un peu bégayé, parce que on la comprend d'une certaine manière, elle veut pas heurter les musulmans qui sont déjà bien assez heurtés, et en même temps, de fait, le halal est une forme d'acte de souffrance animale, de fait. Donc il y a aussi ça, ce malaise qu'on a à gauche, qu'on peut entendre, mais globalement c'est surtout la faute d'une partie des militants véganes et végétariens, parce que ils ont tendance à déconner là-dessus. Néanmoins, pour faire le pont avec le sujet suivant, je pense pas qu'il faille condamner toute comparaison avec ce qu'on a fait à l'homme. Il y a un truc intéressant là-dedans qui est de dire, en fait, ce qu'on refuse de faire à l'homme, il faut l'étendre à l'animal, tout simplement. Mais simplement, c'est une question de méthode. Évidemment que quelqu'un qui défend la cause animale et compare de manière... par exemple, je l'ai fait, moi, je dis pas que je suis génial, hein, mais je l'ai fait par rapport à la peine de mort, vous voyez, sur le licenciement de masse. Bon, c'est une manière un peu chill de faire, j'ai pas dit que Black Lives Matter c'était des conneries, parce qu'on fait pire avec les animaux. Tout est dans la manière de présenter le truc. Voilà. Donc, pour amener mon deuxième sujet, on a parlé du non-discours politique vis-à-vis des violences animales, mais moi j'aimerais parler du silence dans lesquelles celles-ci sont commises. Ce que j'appelle, de manière pas du tout morbide, le silence de la mort. C'est bien simple, aujourd'hui, c'est pour ça qu'L214 existe, autant dans les abattoirs que dans les grands hangars de production d'œufs et de lait, que dans les complexes d'expérimentation scientifique, tout est fermé, il n'y a pas de fenêtre, tout est verrouillé, équipé d'un maximum de caméras de surveillance, il y a des grillages partout, impossible de rentrer. Des gardes, des chiens, même utilisés par l'homme. On ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe. Une fois que l'espace est invisible de tous, là, peuvent prendre place les pires horreurs. Avant, c'est bien simple, et c'est aussi pourquoi ça m'a mené, moi, à plus accepter les idées d'L214. Avant, quand je dis avant, c'est bien large, hein, mais l'animal, par exemple, qui était destiné à être mangé, prenons une vache,
étaient dépecés, découpés dans la rue. L'étal de boucher était à la vue de tous, et le sang coulait littéralement sur le pavé. Euh, les gens voyaient la mort. Il y avait ce truc-là. Les maisons de campagne avaient un petit espace parfois dans lequel on mettait le cochon pendant le temps de l'engraisser, dans un espace complètement tout noir. Et puis, une fois qu'il était assez gros ou que le moment était venu de le manger, eh ben, on le tuait. La famille tuait son animal. Alors qu'elle n'était pas forcément agricultrice, je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est que les gens voyaient la mort, voyaient l'animal qui s'apprêtait à manger. Aujourd'hui, d'abord parce qu'on a considéré que c'était trop laid à voir, qu'on pouvait, puisqu'on a pu l'isoler, le mettre en bordure des villes, dans des hangars cadenassés, on l'a fait. Et ensuite, parce que depuis maintenant 40-50 ans, en gros depuis l'après-guerre, on a atteint un point de non-retour. En fait, là, si aujourd'hui on met des fenêtres, on organise des visites guidées de ce qui se passe dans les abattoirs, tout le monde devient végétarien, littéralement. On a atteint un tel stade, la poursuite de l'argent a créé tellement de violence que l'humain ne peut littéralement pas voir ça. Alors déjà, sur Instagram, c'est violent, mais là, si vous y allez, vous prenez des éclaboussures de sang, vous recevez une patte de vache dans la gueule, vous en sortirez pas pareil. Mais voilà, globalement, c'est peut-être l'arme la plus forte de ce monde-là, de l'exploitation et de la violence animale, c'est son invisibilisation. On a toujours mangé de la viande, bien sûr, on a toujours exploité l'animal, mais avant, c'était à la vue de tous. C'est pour ça que, si vous voulez, pendant longtemps, les seuls moutons avec lesquels on faisait de la laine étaient ceux que les gens voyaient dans les prés à côté d'eux. Le seul lait qu'on buvait était celui des vaches qui étaient dans des prés équivalents. Il y avait une sorte de poésie dans le truc. Et même la mort, qui elle a toujours existé, était à la vue de tous. Les gens avaient un courage qu'on n'a plus nous, qui était de regarder ce qu'ils allaient manger ensuite, regarder ce que signifiait ensuite ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Mais par exemple pour le lait, où dans l'idée la mort n'est jamais impliquée, quand on a décidé qu'il fallait produire du lait en masse pour tout le monde à un prix moindre, eh ben on s'est dit que les vaches dans les prés, c'était gentil 2 minutes, qu'on en ferait toujours pour le bio et dans une forme de localité. Mais par contre, pour la production de masse, on allait faire tellement d'horreur qu'il fallait pas que l'humain voie ça, sinon il voudrait jamais en prendre. Et donc, on a mis des grands hangars, on a tout fermé, et on s'est mis à faire n'importe quoi. Il y a un autre aspect qui est un peu plus... j'ai beaucoup utilisé le terme abstrait, mais là, qui est un peu plus tricky, quoi, on va dire. Et plus vicieux. C'est à quoi ressemble la viande aujourd'hui. Ça, c'est un truc personnel, hein, je le sors de ma poche, franchement. Je me suis dit qu'en fait, aujourd'hui, la viande qu'on mangeait, quand je dis aujourd'hui, ça concerne encore une fois cette période d'après-guerre, qui est celle où on s'est mis à avoir de la viande de fait très peu chère, très accessible pour tous, pareil pour les œufs et le lait. En gros, le passage vers la capitalisation de l'animal. Et ben aujourd'hui, la viande, elle apparaît surtout et quasiment exclusivement transformée. Donc je pense aux nuggets, aux steaks, au bacon. Tout ça, là, cette viande qui est transformée, vous prenez une nugget, là, vous la regardez, trouvez-vous une nugget, on ne voit pas l'animal là-dedans. En fait, cette viande transformée joue un rôle super important dans l'invisibilisation de la souffrance animale, parce que c'est dur, quand on voit une nugget ou un steak haché, de s'imaginer que ce truc-là était un animal avant. Tandis que
un animal que vous achetez entier, mort, que vous devez vous-même découper, dépecer. Ça existe évidemment, bien sûr. Souvent, le poulet rôti, par exemple, il vous rappelle quand même plus ou moins un poulet, j'espère. Mais en réalité, la plupart des trucs que vous mangez, on n'y voit pas l'animal. L'animal n'existe plus. Et d'ailleurs, d'une autre façon, la plupart des gens, dans la vie de tous les jours, certes, le poulet rôti, si vous voulez, globalement, ça reprend la forme d'un poulet. Mais en réalité, est-ce que vous avez déjà vu vraiment beaucoup de poules et de poulets dans vos vies, en fait? C'est ça aussi. La population urbaine voit tellement peu ces animaux que ce qui devrait lui rappeler le corps d'un poulet assassiné, en fait, lui rappelle juste la forme d'un poulet rôti, c'est-à-dire un plat, quoi. Alors qu'on y retrouve les cuisses, les ailes, le buste, quoi. Et parfois la tête même si vous êtes un peu courageux. Mais le plus gros de la consommation de viande n'a aucun rapport avec ce qu'était l'animal. Je pense à la nugget par exemple, c'est peut-être ce qui abrite en plus le pire de la souffrance animale. J'espère que vous avez déjà mangé, mais je pense que vous savez que la plupart des nuggets industriels sont faits à partir de petits poussins mâles broyés, parce que évidemment il faut aller vite, donc quand les poussins naissent, les femelles deviendront des poules, et les mâles deviennent, bon, des nuggets broyés, de fait. Les poulets, c'est autre chose, parce que c'est pas des poules. Donc, si vous voulez, ça contient le pire de l'humanité. D'autant plus que, avec un truc informe comme un steak haché, pareil, ou la fricadelle pour nos amis belges, comme ça n'a pas besoin d'avoir la forme d'un truc qui était un animal, on peut mettre n'importe quoi dedans. Donc, et là-dedans, peut-être les pires démons de l'exploitation animale. Il y a un truc aussi qui est quand même super vicieux, c'est l'utilisation de l'animal. C'est dans une seule dimension, c'est pour en faire des mascottes. Donc alors, le coq français, c'est un coq super joyeux, vous allez devant plein de boucheries, c'est des cochons ravis. C'est marrant parce que je trouve qu'en l'occurrence c'était un peu audacieux de leur part, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a un animal derrière, mais bon, globalement il est tellement souriant qu'on pourrait se dire qu'il est content de mourir. En plus, c'est génial parce qu'il fait un super bacon, donc on a presque envie de le remercier. En fait, il existe comme on crée une sorte de sacrifice, quoi. Ce cochon nous sourit à l'entrée de la boucherie, on le remercie de s'être transformé en bacon. Je pense que je vais conclure comme ça. Pourquoi est-ce que c'est un sujet à saisir à la fois pour les structures politiques et le militant en devenir? Alors je dis militant de gauche parce que bon, je m'adresse plutôt à eux, mais aussi il y a des militants de droite qui se considèrent comme d'une certaine manière révolutionnaires, en tout cas avec cette envie de bouger les choses de manière radicale. Bon, c'est pour ça, désolé, mais c'est plutôt un truc de gauche quand même. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Je vais rappeler ce truc, même si bon, moi c'est un truc qui me plaît pas forcément, et ben écologiquement. En fait, vous êtes un militant écolo, vous pouvez pas passer à côté de ça. Aujourd'hui, l'ultra-exploitation animale est un danger écologique, un des plus importants et un des plus inutiles, si vous voulez. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de manger, on n'a jamais eu besoin d'ailleurs de manger de la viande 6 fois par semaine, ni 3 fois d'ailleurs, ni 2 fois d'ailleurs. On a assez de compléments qu'on trouve dans tout plein de choses, même qui sont pas... parce qu'il y a ce truc de le steak de soja, c'est horrible, c'est tout aussi polluant. Il y a d'autres choses que le steak de soja, bien sûr. Bon, vous êtes déjà allé dans un supermarché, donc vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est certainement un des trucs les plus inutiles qui existent, c'est la surproduction de viande. Surtout que, je dois rappeler un truc, les industries de viande sont peut-être parmi celles qui produisent le plus et qui jettent le plus ensuite. Les supermarchés jettent énormément de viande parce qu'ils en produisent à n'en plus compter, et après ils trouvent un moyen de les vendre avec des promos surréalistes, mais globalement tout est jeté. D'autant plus que l'animal, avec le méthane, avec le coût en eau, en nourriture, je rappelle qu'on parle des steaks de soja, mais en fait le 80% du soja est utilisé pour nourrir les bœufs, donc si un jour vous faites face à quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais les steaks de soja », rappelez-lui que la viande qu'il mange est elle-même nourrie avec du soja. Ensuite,
Et ça, c'est très important, surtout pour moi qui suis le Che Guevara en personne. Si vous êtes anticapitaliste, ce que je souhaite, euh, là, ce à quoi on assiste actuellement, c'est-à-dire la dérive de la souffrance animale, c'est simplement, et je l'ai dit plusieurs fois, une quête du profit. Et alors, quand on est anticapitaliste, on prône en général soit vers un régime communiste, et surtout pour une décroissance, donc un retour à ce que nos amis de la Confédération paysanne appellent produire pour nourrir. Donc bien sûr, c'est une étape intermédiaire pour nous, militants de la cause animale, mais déjà, il faut arrêter ce train en marche de la poursuite du capital qui, sur son chemin, tue des millions et, plus que de les tuer, leur fait mener une vie courte de souffrance à tous ces animaux. Par exemple, L214, ça m'avait étonné, j'en avais parlé dans l'épisode sur la crise des agriculteurs, s'était exprimé sur l'accord du Mercosur en disant que l'ouverture avec le marché brésilien, qui eux respectaient absolument pas plein de normes et donc allait apporter des viandes pas chères, allait amener une bonne partie du monde de production de viande et de bétail à faire encore plus souffrir les animaux dans une quête de profit et au moins de matcher avec les Brésiliens. La souffrance animale est intimement liée, en tout cas la forme qu'on a aujourd'hui, avec la poursuite de l'argent et avec le capitalisme. Pour finir quand même, je pense que tout bêtement, si vous avez des aspirations d'un monde meilleur, pensée éthique, pensée morale, comment est-ce qu'on peut penser faire de la politique, œuvrer politiquement et ignorer la violence injuste et invisible subie par tous ces animaux à cause de nous directement. La première chose qu'on peut faire en tant que militant, c'est s'occuper et briser les habitudes qu'on a qui sont à l'origine de la souffrance des autres. Les animaux, c'est exactement ça. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir directement, alors soit en changeant de régime, ce que je souhaite, soit en faisant entrer dans vos groupes d'amis, dans vos petits groupes d'action politique, ce sujet-là. Globalement, c'est notre miroir, en fait. Pour moi, on est obligé, en tant que militant, en tant que personne qu'on dira politisée, d'aborder la cause animale. C'est un miroir pour nous. Et nier la cause animale, c'est nier toute lutte pour le bien, parce que ça concerne des êtres défavorisés, abandonnés. Et je crois que globalement, c'est quelque chose qui compte pour nous. Tendre les mains, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et l'ultime preuve d'humanité et de bonté qu'on pourrait faire, c'est d'arrêter la violence sur les animaux, qui en plus est quelque chose de possible. Alors, possible, je tends la main vers un sujet prochain, qui sera celui des actions qu'on peut mener, qui ont été menées par la cause animale dans l'histoire. Là, je m'en tiens simplement à cette critique du silence. Ensuite, je proposerai des solutions, parce que je n'ai de cesse de critiquer cette tendance qu'on a à gauche de toujours répondre, de toujours critiquer et de jamais proposer. Je proposerai prochainement, mais là, on n'a pas le temps. Simplement, réfléchissez, dites-vous que c'est... comment dire, si vous vous intéressez pas à la cause animale, il y a une incohérence dans votre discours. Et je dis ça avec le plus de gentillesse possible, et je vous attends d'ailleurs, avec plaisir, à rentrer dans la danse, mais il y a obligatoirement une incohérence quand vous luttez contre la souffrance et pour les personnes et les êtres abandonnés. Il y a une incohérence si vous vous y intéressez pas. Pour plein de raisons, mais d'abord pour une question tout simplement humaine, ce qui devrait être quand même le début de votre politisation. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui. Alors, si vous avez apprécié cette émission délicieuse, vous pouvez nous soutenir financièrement sur notre site.
Je vous laisse aller regarder. Vous pouvez soit faire un don ponctuel, soit un don mensuel, ce que je souhaite pour avoir un salaire délicieux et devenir riche. En gros, c'est la merde, en gros, pour tout le monde. Mais bon, si vous pouvez pas, c'est pas grave. C'est avant tout pour la passion de l'art. Et je vous retrouve demain soir pour un épisode de Nos Conversations Célestes, où j'étais, puisque c'est un épisode qui a été pour une fois préenregistré, avec le camarade Adel Kassim, pour parler de plusieurs choses, entre autres Marine Tondelier à l'extrême droite, Morandini, et un autre sujet que j'ai oublié, je sais plus de quoi est-ce qu'on a parlé. Ah oui, des municipales et des non-inscriptions aux listes électorales. Voilà, on a bien rigolé, honnêtement, c'était un épisode assez drôle, donc le ton d'aujourd'hui était pas fun, il l'est jamais trop quand je suis tout seul, mais quand je suis avec les copains, on rigole plus. Donc voilà, si vous pouvez donner de l'argent, sinon à demain soir, aussi d'ailleurs. Voilà, ciao!